Et bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo sur comment bien préparer son AP pour les AP Omens of the Third Age. On va repasser un peu sur les formats d'AP, tout ce qu'elle scellé, les différents héros et armes qu'on retrouve dans ce set. Et on parlera des bonnes cartes qu'on a dans le set qui sont pas mal à avoir et comment s'orienter sur tel ou tel héros en fonction de ce qu'on ouvre dans nos boosters. On est en stream sur Twitch, n'oubliez pas si vous voulez nous retrouver à nous suivre également sur Twitch, c'est là où on a la majorité de notre contenu. Et écoutez, sur ce, je vous propose qu'on parte directement sur Omens. Qu'est-ce qu'Omens? Qu'est-ce que ce nouveau set qu'on a eu à partir du week-end prochain? On rappelle, Omens, les AP ont lieu du coup ce week-end. Le set sera légal la semaine d'après, donc vous ne pourrez pas encore jouer les héros en CC, en Silver Age, etc. avant la vraie sortie du set. Mais donc les AP auront lieu, les AP qui sont principalement donc, qui sont en limité. Il y a deux formats de limité dans Flesh and Blood. Il y a le draft et le scellé. La plupart des AP seront en scellé, donc je pense qu'on va principalement parler du scellé ici, puisque c'est, je pense, le format le plus sympa pour les nouveaux joueurs comme pour les anciens. En vrai, quand on découvre un set, on ouvre 8 boosters. On essaie de construire un deck pour un des 3 héros pour pouvoir le jouer pendant 4 parties. Et comme ça permet d'ouvrir pas mal de boosters, d'avoir pas mal de cartes pour pouvoir construire un deck sympa et découvrir les mécaniques du set lors de cet événement. Du coup, pour cet événement, on a... c'est un événement basé donc principalement sur le talent Lightning, donc un talent qui est apparu dans Tales of Aria. Alors dans Tales of Aria, c'était pas vraiment un talent, le talent c'était élémental, etc. Mais je vais pas commencer à vous embrouiller là-dessus. Mais en gros, on a un talent Lightning et autour on a 3 classes de héros, un illusionniste, un wizard et une runeblade. 3 héros qui ici vont faire des dégâts d'arcane. Donc c'est une source de dégâts. C'est une autre source de dégâts que les dégâts physiques que vous retrouvez souvent dans Flesh and Blood. C'est des dégâts qui vont être prévenus que si on a de l'arcane barrière. Et du coup, ils ont décidé de rendre le format limité un peu marrant en ne mettant pas d'arcane barrière dans les différents équipements du set. Donc les dégâts d'arcane qu'on vont présenter les différents héros vont être durs à prévenir et du coup vont avoir une grosse importance dans le set et dans notamment les formats limités. Donc pour commencer, on a le petit Ziggy, Ziggy qui est du coup notre illusionniste. Alors Ziggy, lui, les 3 héros, pardon, je vais parler des 3 héros d'un coup parce qu'il y a une des mécaniques qui est quand même importante. C'est que lors du limité, vous allez vous retrouver avec une petite carte qui est Omens of Arcana. Donc c'est une carte, c'est une macro. Ils ont introduit ça dans différents sets là récemment pour le format limité, notamment dans Ices et aussi dans Rosetta. C'est en gros des macros qui vont un peu changer les règles, modifier les règles du jeu lorsque vous jouez en limité par rapport au format construit. Donc ici, cette petite macro, vous la mettez en gros au milieu de la table pour que les deux joueurs se rappellent des règles, mais c'est juste, on va dire, un effet passif qui va un peu modifier les règles du jeu pour les parties que vous allez faire. Donc la macro a dit que chaque héros commence la partie avec un Lightning Flow token. On va revenir sur ce que c'est juste après. Et elle dit également que les Lightning Flow tokens ont Spell Void 1. Spell Void 1, ça veut dire en gros que vous pouvez détruire un de vos Lightning Flow tokens pour prévenir un dégât d'arcane. C'est marqué de toute façon sur la macro, elle est bien faite pour les nouveaux joueurs. Donc le Lightning Flow token, qu'est-ce que c'est? Le Lightning Flow token, c'est... Où sont les tokens? Où sont les tokens? Hop là. Lightning Flow token, c'est ce token aura qui ne fait absolument rien à part exister sur votre board. Mais par contre, il va être utilisé à chaque fois par les 3 héros, par leur capacité de héros pour faire de nouvelles choses. Donc typiquement, Ziggy, si vous détruisez un Lightning Flow token, vous pouvez détruire en payant 2 et en tapant votre héros, vous pouvez détruire un Lightning Flow token.
Si vous le faites, vous allez pouvoir du coup bannir une aura permanente que vous contrôlez Lightning avec sans compteur holo dessus, pardon. Et vous pouvez la faire revenir de votre banish zone avec un holo compteur. En gros, si vous avez un Lightning Flow Token sur votre board, vous avez une aura Lightning sur votre board. Prenons par exemple Flicker Reality. C'est une magistique, mais c'est juste pour l'exemple. Vous pouvez détruire votre Lightning Flow Token en payant 2 de pitch, faire disparaître Flicker Reality en la mettant dans la banish, et la faire revenir avec un holo compteur dessus. À quoi ça sert? Ça sert à appliquer l'effet de la carte qui va se faire bannir, puisque la plupart des auras Lightning que vous allez avoir ont des effets lorsqu'elles quittent l'arène, donc vous allez pouvoir faire l'effet de la carte en appliquant l'effet de Ziggy. Et ça permet aussi, en gros, de jouer avec Aphrodisias, qui est l'arme de Ziggy. L'arme de Ziggy qui dit qu'en instant, vous allez pouvoir payer 1. Donc en instant, soit pendant votre tour, soit pendant le tour adverse. C'est pareil pour la capacité de Ziggy. C'est en instant. C'est soit pendant votre tour, soit pendant le tour adverse. Donc pour 1, vous allez pouvoir taper Aphrodisias et faire 2 dégâts d'arcane à un héros ciblé. Bon, ça va souvent être votre adversaire. Vous pouvez le faire uniquement si une aura avec un holo compteur est entrée dans l'arène sous votre contrôle pendant ce tour. Le chat dit l'arme nulle de Ziggy, effectivement c'est pas la meilleure arme de Ziggy, mais passons. Donc voilà, lorsque vous allez faire réapparaître une aura sur votre board avec un holo compteur, c'est uniquement à ce moment-là que vous allez pouvoir utiliser Aphrodisias. Aphrodisias n'est pas utilisable tant que vous n'avez pas fait apparaître une aura Lightning sur votre board avec un holo compteur dessus. Aphrodisias ne spécifie pas Lightning, pardon. C'est juste le pouvoir de Ziggy. Donc tant que vous n'avez pas ramené une aura avec un holo compteur sur le board, vous ne pouvez pas activer Aphrodisias. Je disais que vous pouvez activer Ziggy et Aphrodisias en instant, soit pendant votre tour, soit pendant le tour adverse. C'est vrai, mais faites attention parce que Ziggy et Aphrodisias doivent être tapés et vous ne pouvez les untap que à la fin de votre tour à vous. Donc c'est-à-dire que si vous voulez activer Ziggy et Aphrodisias au tour adverse puis à votre tour, vous ne pourrez pas le faire puisque il se tapera uniquement à la fin de votre tour à vous. Voilà pour les interactions. Les interactions, honnêtement, au niveau de Ziggy, sont un peu compliquées. Je pense que c'est un des héros que je ne conseillerais pas à découvrir en scellé, sauf si vous avez vraiment des joueurs expérimentés qui vous aident à comprendre, ou alors que vous avez déjà un peu d'expérience dans le jeu et que vous avez un peu d'expérience notamment avec les instants. Sinon, honnêtement, c'est plutôt un deck que je déconseillerais. Je sais pas si vous êtes d'accord, le chat avec moi, mais je pense vraiment que c'est un des 3 héros les plus compliqués, puisqu'il y a beaucoup d'instants et de triggers à gérer, etc. Si vous n'avez pas forcément l'habitude des jeux de cartes, etc. Je pense pas que ce soit le plus simple à prendre en main. Mais après, comme on dit souvent sur la chaîne, si le héros vous fait kiffer, que vous avez des joueurs expérimentés qui peuvent vous aider à build, ou que même vous, ça vous fait kiffer de build le deck comme vous le sentez, et peu importe le résultat que vous allez faire, kiffer votre AP, c'est aussi là pour ça. Hein. Les avant-premières, c'est pour découvrir les héros et pour découvrir les interactions et pour vous amuser avec la nouvelle extension. Voilà pour Ziggy. Ensuite, on a la Runeblade Aurora. Je vais mettre la version Young. Donc Aurora, en instant, vous allez également pouvoir payer 2 et la tape. Vous allez détruire un Lightning Flow Token et créer un Embodiment of Lightning Token. L'Embodiment of Lightning Token, c'est ce token-là. Je vais essayer de le choper cette fois plus rapidement. Hop là. C'est un token qui existe depuis Tales of Aria et qui dit que lorsque vous allez jouer une attack action card, donc ça ne fonctionne pas sur l'arme, ça fonctionne uniquement sur une attack action card, vous allez le détruire et votre attack action card que vous venez de jouer aura donc Go Again. Donc Aurora, qu'est-ce qu'elle va chercher à faire avec sa capacité? C'est de détruire, d'avoir des Lightning Flow Tokens pour créer des générateurs de Go Again en gros. Rien qu'avec sa capacité de héros, vous comprenez que Aurora, ça va être un deck qui est plutôt agressif, qui va vraiment chercher à faire plusieurs chaînes de combat, plusieurs maillons de chaîne, pardon, et d'infliger, de pinguer votre adversaire avec plein de petites attaques. Donc c'est une Runeblade, son arme c'est Scorpio Comet Tail, donc elle attaque à 1 pour 0.
vous pouvez donc déclarer une attaque et taper votre arme pour attaquer avec. Et vous pouvez le faire uniquement si vous contrôlez une Lightning Attack. Qu'est-ce que contrôler une Lightning Attack? Il ne faut pas que votre chaîne de combat soit brisée. Il faut que lorsque vous voulez activer Scorpio, votre chaîne de combat possède une Lightning Attack. Donc, vous pouvez activer l'arme uniquement si vous avez une Lightning Attack dans votre combat de chaîne. Lorsque l'arme va toucher le héros adverse, vous allez également lui proposer un dégât d'arcane. Donc en fait, c'est une arme qui va proposer un dégât physique pour 0, et si jamais votre adversaire ne veut pas la bloquer, il va également devoir bloquer après un dégât d'arcane. En vrai, l'arme en elle-même est assez forte puisqu'elle ne coûte rien. Le problème entre guillemets de l'arme, c'est que vous êtes obligé d'avoir une lightning attaque dans votre combat de chaîne, donc vous êtes obligé d'avoir une attaque avec Go Again précédemment. En vrai, les héros demandent beaucoup de bleu puisque leurs capacités vont coûter relativement cher. On a vu 2 de pitch pour Ziggy, 2 de pitch pour Aura, c'est quand même assez cher. Même pour un deck aggro, payer 2 de pitch, c'est normalement assez insensé. Surtout juste entre guillemets pour un Go Again, encore une fois. Mais en fait, toutes ces cartes vont se révéler uniquement, enfin, vont avoir tout leur potentiel uniquement si vous avez joué des cartes Lightning auparavant. On va prendre comme exemple Destructive Fleetfoot. Donc elle a un mot-clé Quick Strike qui a sur beaucoup de cartes Runeblade Lightning que Aurora va pouvoir jouer. Le Quick Strike, il dit que, en gros, si la carte a un Go Again, elle va avoir un petit truc en plus. Rien à voir avec Artus. Ici, par exemple, si elle a Go Again, l'attaque, elle va avoir +1. Donc, vous aurez une 0 pour 4 Go Again grâce à la capacité d'Aura. Et si ça touche le héros adverse, en plus, vous allez pouvoir détruire une Aura token qu'il contrôle. Par exemple, au hasard, un Lightning Flow token. Donc, Aura, ça va être un deck plutôt aggro. J'ai l'impression de ce que j'ai vu que il y avait, enfin, la plupart des decks ont beaucoup de bleu, n'hésite pas non plus à rentrer des jaunes qui sont un peu chiantes et qui peuvent proposer des dégâts d'arcane. J'ai vu plusieurs decks avec Path of Same Ends par exemple en jaune. Ça permet de lisser un peu la courbe de votre pitch tout en proposant des petits pings d'arcane. Certes, vous avez un dégât de moins au niveau physique, mais vous allez toujours proposer cet arcane qui, on le rappelle, dans le set est très très fort. Les seuls moyens de prévenir de l'arcane dans le set, c'est les Lightning Flow tokens que vous possédez et certains équipements sur lesquels on reviendra plus tard. Donc voilà pour Aurora. Je crois que j'ai dit majoritairement ce qu'il fallait dire, le chat, si on est d'accord. Je vais passer au dernier héros qui cette fois est le Wizard, Auxilio. Je l'ai passé. Il est tellement transparent, le bout je l'ai passé. Auxilio, donc en instant, en payant 1 et en tapant le héros, encore une fois, vous allez détruire un Lightning Flow token, discard une carte, donc c'est-à-dire mettre une carte de votre main au cimetière, et créer un Ponder token. Alors, qu'est-ce qu'un Ponder token? J'adore vous montrer tous les tokens du monde. Le Ponder token, c'est ce petit token là qui dit qu'à la fin de votre au début de votre end phase, donc après la fin de votre action phase, vraiment à la fin de votre tour, quoi, vous allez le détruire et piocher une carte. En gros, ça permet de vider toute sa main et son arsenal, et de quand même réussir à mettre une carte du sommet du deck dans l'arsenal à la fin de votre tour. C'est honnêtement un token qui est assez fort, puisqu'il permet de jouer très très souvent avec 5 cartes, mais en revanche, le coût de discard d'une carte, ça vous demande en gros, c'est comme si vous fixiez votre main actuelle pour avoir une meilleure main plus tard. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais le coût de base, c'est voilà, je discard une carte et je crée un pondeur pour essayer d'avoir une meilleure main plus consistante plus tard et jouer avec le reste de mes cartes sur ce tour-là. L'avantage, on revient à l'avantage de cette capacité, c'est que si vous défaussez de votre main un instant, avec la capacité d'Auxilio qui va créer le pondeur, vous allez pouvoir le jouer ce tour-ci. Donc vous contrebalancez le côté négatif de la discard sur la capacité du héros. Donc au final, vous perdez aucune carte, juste ça vous permet de vider toute votre main et d'avoir
à chaque fois quasiment des mains de 5 cartes. Donc tout ça pour 1 de pitch en tapant le héros. Donc c'est très très fort, ça demande du coup de jouer des instants. Le problème des instants, c'est que il y en a beaucoup qui ne bloquent pas, et donc du coup le héros est assez frileux au niveau des blocs sur ses cartes. L'avantage, c'est que Ossilio étant le wizard des 3 héros, il va avoir beaucoup de dégâts d'arcane sur ses cartes. Par exemple, cette carte qui est un instant et qui permet d'infliger 3 dégâts d'arcane à un héros ennemi. C'est-à-dire que pendant le tour de l'adversaire, si, votre héros, si le héros adverse est à 3 PV, qu'il n'a plus, vous voyez plus vraiment d'équipement sur son board qui permettent de prévenir des dégâts d'arcane, qu'il a plus de Lightning Flow Token, vous allez pouvoir essayer de le tuer avec juste comme ça, gratuit, avec votre nouvelle main fraîchement piochée. Vous avez également des cartes comme Arc Ramp, qui sont des rares, qui sont très très fortes, qui permettent pour 0 de amp 3, donc c'est-à-dire d'augmenter de 3 la valeur des dégâts d'arcane que vous allez infliger avec votre prochaine, avec votre prochaine source de dégâts d'arcane. Donc c'est plutôt super fort. Et donc le petit Ossilio, il vient avec un petit bâton, le nouveau Volzar, puisque Ossilio et Aurora existaient déjà dans Rosetta, mais avec d'autres armes. Ossilio, son ancien Volzar va être banni en Classic Constructed, mais on lui en a foutu un nouveau qui est beaucoup moins fort, mais tant mieux, parce que honnêtement, l'ancien Volzar est pété, mais c'est un autre sujet. Le nouveau Volzar Meteor Storm, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en instant, vous allez le taper, et du coup, amp de 1, la prochaine source de dégâts d'arcane que vous avez, les prochains dégâts d'arcane que vous allez faire. Et vous pouvez l'activer uniquement si vous avez mis un instant dans votre cimetière pendant ce tour. Mais qu'est-ce donc que cette fourberie? Vous avez une synergie entre votre arme et votre héros, n'est-ce pas incroyable? Bon, tout le but d'Ossilio, ça va être de foutre des instants dans son cimetière avec sa capacité de héros, d'activer Volzar, de amp et de foutre des gros dégâts d'arcane dans la tête de votre adversaire. Ça demande encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir des instants. Il y en a quand même pas mal dans le deck, dans le pool de cartes. Le problème, c'est que ces instants ne défendent pas. Il y en a quelques-uns qui défendent. J'en ai vu. Et ça m'a outré quand j'ai vu les spoils. Non, lui, il défend pas non plus. Bon, ça permet de prévenir des dégâts. Ça permet de créer un Lightning Flow. Il y en a un qui défend. Ah, mais c'était peut-être un... Lui, il défend. Voilà. Mais effectivement, c'est une Majestic. C'est une Majestic, donc vous aurez peu de chances de tomber dessus. Mais Majestic très forte, puisque vous allez créer 2 pondeurs. 2 pondeurs, ça peut être pas mal. Honnêtement, bonne carte. Donc voilà. Mais vous avez aussi beaucoup d'instants sur le pool Lightning. On y reviendra plus tard. Donc voilà pour les 3 héros. Les 3 héros ont leur force et leur faiblesse. Merci Geoff pour cette phrase. Non, dans le sens où Ossilio, donc il va avoir des gros dégâts d'arcane, et dans le set, honnêtement, l'arcane est très très fort. En scellé, ça va pas être trop grave parce que vous allez avoir 8 boosters, donc pas mal de cartes pour essayer de tourner autour de ces dégâts d'arcane que les Ossilio adverses vont essayer de vous infliger. Donc vous pouvez build et puis vous allez avoir un side, etc. Enfin, vous pouvez build et vous adapter un peu au Ossilio grâce aux 8 boosters. Mais par contre, bah, il a beaucoup de cartes qui défendent à 2, il a beaucoup de cartes d'instant qui vont pas défendre, et vous pouvez essayer de l'agresser comme ça avec des dégâts physiques qui va avoir du mal à bloquer. Donc voilà, le héros a une grosse force mais également une grosse faiblesse. Ziggy, bah, un peu pareil, il a des instants, il a pas mal d'instants qui vont pas défendre. C'est des instants qui va poser sur le board, mais qui ont ward 1. Donc le mot-clé ward, je l'ai pas expliqué. Mais le mot-clé ward, en gros, c'est un mot-clé qui permet de prévenir des dégâts. Donc ward 1, ça veut dire que si vous devriez subir un dégât, vous le prévenez. Ward 2, si vous deviez subir 2 dégâts, vous le prévenez, etc. Si vous deviez subir 4 dégâts et qu'il y a Ward 1, vous en prévenez un parmi ces dégâts-là. Voilà. Que ce soit clair comme exemple. Mais Ziggy, du coup, va également avoir pas mal d'instants. Il a des grosses cartes qui vont pas coûter si cher que ça. Genre 2 de coups pour 7 d'attaque, c'est très très fort dans Flesh and Blood.
Mais il y a ce petit mot-clé fragment qui vient contrebalancer la force de ces cartes-là, qui dit qu'à chaque fois que les cartes sont défendues par des cartes qui bloquent à 2 ou plus, elles vont perdre 2 d'attaque. C'est à chaque fois. Donc c'est-à-dire que si votre adversaire met devant par exemple cette attaque 2 cartes, eh bien elle va prendre moins cartes la carte. 2 x 2. 4. On est bon sur les maths. Je crois que j'ai globalement fait le tour des mots-clés et de ce que font les héros. On va passer un peu sur le pool Lightning. Lightning, j'en ai pas trop parlé, mais du coup, Lightning, c'est un talent qui est sorti à Tales of Aria. Dans Tales of Aria, il y avait 3 talents. Il y avait Ice, Lightning et Earth. Encore une fois, c'était pas vraiment des talents à l'époque, mais on va pas trop s'attarder là-dessus, pour pas que je vous perde. Lightning, c'était clairement le talent aggro. Ice, c'était le talent, on va dire, disruptif. Et Earth, c'était un peu le talent défensif. Je sais pas trop comment le placer en vrai, Earth, parce que c'était un peu un mélange des deux. Mais Lightning, c'était clairement le talent offensif. Et du coup, toutes les cartes Lightning sont très très fortes en offensif. Je fais une petite session de questions-réponses avec le chat parce que je vois que j'ai beaucoup de questions. Alors, hello, j'ai une question. Je suis débutant et je ne comprends pas trop l'intérêt du pondeur. Vu que tu pioches à la end phase, ça sert juste à Arsenal. C'est déjà pas mal, mais j'ai l'impression de louper un truc. Alors effectivement, Ildritune, le pondeur va juste te permettre d'Arsenal. C'est uniquement le... Enfin, tu vas piocher ta carte et le seul truc que tu peux faire avec ta carte, c'est l'Arsenal. Si t'en as envie. Encore une fois, l'Arsenal, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Pourquoi c'est fort? En fait, tu joues au Cilio, tu vas payer 1 pour activer au Cilio, mettre un instant dans ton cimetière. Donc on va dire que tu vas utiliser une carte, il te restera peut-être du pitch pour faire autre chose avec, et tu vas mettre un instant que tu vas pouvoir jouer, puisque c'est un instant, tu vas le mettre au cimetière, mais tu vas quand même pouvoir le jouer. Donc tu perds jusque-là une seule carte que tu as mis en pitch. Tu vas pouvoir amp du coup avec ton bâton, puisque tu as mis un instant au cimetière, tu vas pouvoir amp de 1, et cet instant, peut-être qu'il va faire des dégâts d'arcane, s'il fait des dégâts d'arcane, c'est impeccable, tu vas pouvoir le balancer avec un petit amp 1. En fait, tu vas pouvoir, en 2 cartes, faire ton play et quand même avoir une carte à Arsenal pour le tour d'après. Ça te permet d'avoir encore plus d'options sur tes tours d'après. Avoir un Arsenal, c'est hyper fort dans Flesh and Blood. C'est comme si tu avais une main à 5 cartes, sauf que la carte que tu mets en Arsenal, c'est une carte que tu vas être obligé de jouer. Mais c'est quand même très fort. Parce que dans une course de deck agressif, celui qui a tout le temps 5 cartes, enfin qui va tout le temps jouer 5 cartes à son tour, va forcément être plus fort que celui qui n'en joue que 4. Donc voilà l'intérêt du pondeur. Une autre question, Ward permet de prévenir n'importe quelle source de dégâts? Oui, Ward prévient n'importe quelle source de dégâts, que ce soit physique ou arcanique. Donc effectivement, si vous avez un Ward 2 sur le board et que votre adversaire vous propose 3 dégâts d'arcane, vous en prévenez 2 parmi ces 3-là. Donc Ziggy est très bien aussi pour ça, pour contrer un peu les Auxilios, c'est qu'il va pouvoir poser des wards pour son plan de jeu à lui, tout en contrant un peu le plan de jeu adverse et en ayant une solution contre les gros dégâts d'arcane. Voilà. Si c'est tout bon pour toi, Eldritone, qu'on a répondu à toutes tes questions, je vais du coup continuer sur les cartes Lightning. Mais ouais, n'hésitez pas le chat, hein, parce que ça se trouve, YouTube, ça répond également à des questions que YouTube pourrait se poser. Et YouTube, n'hésite pas en commentaire à poser des questions, on se fera une joie d'y répondre si tout n'était pas clair dans la présentation. Du coup, les cartes Lightning, donc je disais, ouais, c'est des cartes qui sont globalement assez agressives, et c'est des cartes où il y avait beaucoup de go again, et qui vont vraiment chercher à agresser l'adversaire plus qu'autre chose. Et Barpa qui précise effectivement l'effet ward est obligatoire, tu es obligé de le casser effectivement. Vous choisissez pas de prévenir avec vos wards. Si vous deviez prendre 3 dégâts et qu'il y a un ward 2 sur le board, le ward 2 pète forcément. À moins que vous ayez un moyen de prévenir 3 dégâts d'une autre manière, le ward 2 pète forcément. Donc les cartes Lightning. On a... Déjà je vais parler de ce trio de cartes qui a été spoil
assez tôt, je crois, dans la saison de spoiler, hein, et qui, j'ai trouvé, ont été particulièrement efficaces lors de cette World Premiere. On a du coup le Flowing Storm Strike qui est une 0 pour 4 et 2 fois par tour, en instant, vous pouvez décider de payer 1 et elle aura plus 1. Donc ça peut être en 2 cartes une 0 pour 6. Et les 3, lorsqu'elles hit, elles vont pouvoir créer un Lightning Flow Token. On a également le Meteoric Rise, c'est la même, sauf que pour 1, elle va attaquer à 5, et le Voltic Impact, pour 6, il va attaquer... Enfin, pour 2, pardon, il va attaquer à 6. Ces deux-là, je les trouve particulièrement fortes, parce qu'avec une bleue, vous allez pouvoir attaquer à 7, et on hit, créer un Lightning Flow Token. Pourquoi c'est fort? On rappelle, 7, c'est ce qu'on appelle dans Flesh and Blood un breakpoint. La plupart des cartes de Flesh and Blood défendent à 3, donc si vous attaquez avec une attaque à 7, 2 cartes, la plupart du temps, ne vont pas suffire à défendre le Voltic Impact. Encore plus dans cette extension où il y a énormément de blocs 2. Si votre adversaire veut bloquer le Voltic Impact ou le Meteoric Rise, ça va leur coûter très très cher. Et c'est là aussi où je trouve que le Flowing Storm Strike est parfois assez bon, c'est que juste le faire passer à 5, bah, ça demande à votre adversaire d'utiliser un bloc 2 et un bloc 3, alors qu'il y a énormément de blocs 2 dans le set. Donc le on-hit arrive relativement souvent, et le Lightning Flow Token est une ressource hyper importante en limité. On rappelle, le Lightning Flow Token en limité, en plus d'être utilisable par les héros pour leur capacité, c'est également un Spell Void 1 qui prévient un dégât d'arcane. Donc c'est hyper fort. J'ai vu quoi d'autre comme carte qui était hyper sympa? Le Electrolyse. Electrolyze. C'est hyper basique. 1 pour 4 d'attaque, défense 0, go again. Mais c'est un go again naturel. C'est une carte, il y a écrit go again dessus. C'est une attaque, il y a écrit go again dessus. C'est hyper fort. Vous savez que lorsque vous allez la jouer, vous avez votre go again et vous allez pouvoir étendre votre tour. Le coup de 1 est pas hyper dérangeant parce qu'on l'a vu, les capacités des héros demandent beaucoup de pitch et le set est demandeur en pitch globalement. La plupart des attaques coûtent 1 ou pour faire des trucs en tout cas intéressants, faut commencer à payer. Donc la carte est vraiment cool et encore une fois c'est un breakpoint à 4. C'est exactement la même carte que Fry pour ceux qui ont connu Rosetta, sauf que c'est son 1 pour 4. Quoi. Donc carte très très cool, et honnêtement j'ai vu pas mal de joueurs réfléchir longtemps à un bloc sur Electrolyse parce que la carte est chiante et que c'est un 4 go again naturel qui est vraiment pénible à gérer. On a des reprints aussi, on a Evans Claw qui est une très bonne 1 pour 5, très bon body qui défend en plus à 3, donc honnêtement je trouve la carte est hyper bien. Peu importe ce que vous jouez, je pense que c'est toujours une très très bonne carte à avoir, surtout en bleu où ça reste une attaque à 3 qui défend à 3. Enfin, la carte est impeccable dans ce qu'elle veut faire. Et le Lightning Form qui permet de créer un Embodiment of Lightning si elle touche, et c'est une 1 pour 5 également. Très très bon body également pour 1 de pitch, mais bon, elles n'ont pas go again, donc faut faire gaffe aussi en fonction de quel héros vous jouez, si vous voulez plus ou moins de go again. Volatile Fluxor, alors ils ont pris une Kennen dans mon jeu, mais c'est ok, je leur pardonne. Je joue pas tant à League of Legends que ça, donc ça me dérange pas. Mais en vrai, la carte est assez cool, je trouve, en limité. Faut par contre que vous ayez assez d'instants parce qu'en limité, vous n'allez pas pouvoir bluffer le fait de si ça touche, ça crée un Lightning Flow Token. Enfin, dans le sens où la plupart des gens, si vous envoyez juste 0 pour 0 et avec très peu de cartes en main, ils vont s'en foutre de votre Volatile Fluxor si vous êtes encore assez haut en PV. Je pense qu'il faut vraiment avoir des bonnes cartes pour synergiser avec, pour augmenter son attaque. Et typiquement, je pense que dans Oscillio, ça doit pas être si bon que ça. Quoique, on peut jouer les instants qu'on a mis avec la capacité de Oscillio. Non, je pense que la carte est assez bonne en vrai. En plus, elle défend 3, ce qui est assez rare pour des cartes Lightning. Donc le petit volatile qui peut faire son effet. Ah oui, on a ces cartes-là qui sont
assez cool. Les Storm Shard, Storm Shatter et Storm Wheel. Donc une rouge, une jaune et une bleue, les 3 coûtent 1. Vous pouvez détruire un Lightning Flow Token au lieu de payer leur coût pour les jouer. Celle-là donne plus 3 à une Lightning Attack. Attention, c'est pas n'importe quelle attaque, c'est une Lightning Attack. Ça marche par contre sur les armes si... Enfin, typiquement sur Scorpio, puisque Scorpio est une Lightning Weapon. Storm Shatter va te donner moins 3 à une attaque, ce qui est vraiment pas mal pour le coup. Surtout si vous avez envie de jouer des instants pendant le tour adverse. Wink Wink, Ziggy et Oscillio. Et le Stormwheel qui donne Go Again. Donc Go Again, sympa aussi, hein, on l'a vu, il y a beaucoup de cartes qui demandent d'avoir des Go Again. Même dans Ziggy, envoyer 2 body qui tapent fort, ça peut forcer l'adversaire à bloquer et du coup à perdre des cartes par rapport à vous. Donc non, le Stormwheel qui peut être cool. Le problème c'est que c'est des instants et ces instants ne bloquent pas. On a d'autres instants mais on va pas non plus faire le tour de toutes les cartes. Et, ah oui, petit reprint aussi, j'avais oublié celui-là, mais de Sigil of Lightning, pareil, une carte de Rosetta qui se détruit au début de votre prochaine action phase et crée un Embodiment of Lightning. Voilà pour les cartes Lightning. On va faire un tour rapide également des cartes par héros. Les cartes que j'ai vues et que les joueurs ont décidé de drafter ou de mettre dans leur build de scellé pour les héros. Je vais essayer d'en donner à chaque fois 3 ou 4 qui avaient l'air intéressantes et que les joueurs ont décidé de mettre. Pour Ziggy, le Polarus, pour ne pas le répéter, c'est une attaque du coup qui a fragment et qui, si votre adversaire du coup la défend et du coup trigger le fragment de la carte, propose un dégât d'arcane. Le dégât d'arcane est hyper fort dans le format, encore une fois. Du coup, Polarus Pulse Ray PPR, on va l'appeler, fait se poser des questions à votre adversaire. C'est une carte qui est vraiment chiante à gérer, surtout en fin de partie, c'est hyper relou. Quand votre adversaire commence à être à 10 PV, c'est un peu chou. PPR, voilà, c'est le PPR. Non, donc en vrai, vraiment bonne carte, j'ai trouvé. Il y a beaucoup de joueurs qui l'ont rentré, de joueurs Ziggy qui l'ont rentré, et je pense que c'est vraiment une très très bonne carte de limité. De toute façon, honnêtement, les cartes quand on joue en limité, quand on joue en draft ou en scellé, faut vraiment essayer de se dire, on pourra pas faire des trucs hyper opti avec nos cartes. On joue uniquement avec les cartes du set. Il y a déjà des petites interactions entre les différentes cartes, mais c'est pas un deck CC hyper construit où vous allez trouver des interactions avec d'autres cartes, d'autres sets, etc. On n'est pas là pour ça, on est là pour essayer de trouver des très bonnes cartes qui vont déjà faire se poser des questions à l'adversaire et qui vont être fortes dans ce qu'elles font déjà de base. C'est un peu pareil pour Scattering Conflux qui va créer un Embodiment of Lightning. Et qu'est-ce donc? Ah, vous le voyez pas? Ouais, j'ai une pub qui est arrivée, une pub Bresson. Tout va bien. Donc Scattering Conflux qui va créer un Embodiment of Lightning si elle est fragmentée. Et pareil, le Go Again dans le set, il est hyper fort, surtout dans Ziggy où vous proposez pas juste des 3 Go Again, 3 Go Again, 4. Là, vous proposez des gros body à 7 qui en plus peuvent faire des trucs, donc la carte a l'air assez sympa. Je pense que si vous l'avez dans votre pool de limité, dans vos boosters, et que vous demandez si vous la rentrez, c'est un très très bon spot de rouge. Menguchi en a parlé, donc j'en parle. Il a dit que c'était une carte incroyable, Auric Shards. Auric Shards qui est du coup un instant, une aura, lightning. Lorsqu'elle rentre dans l'arène, vous pouvez target une attaque avec fragment. Pas n'importe quelle attaque, une attaque avec fragment. Et elle a +1. Si la carte a un holo counter, si Auric Shards a un holo counter, à la place, elle gagne +4. Comment
comment jouer cette carte, comment se passent toutes les interactions avec cette carte. En gros, cette carte peut donner plus 5 à une carte avec fragment. Imaginez, vous avez 6 de pitch, 2 bleus, et vous avez une carte avec fragment, Polarus, Pulse, Ray par exemple. Vous allez jouer Polarus. On va dire que votre adversaire défend avec une carte, un bloc 3. Polarus fragmente, passe à 5, propose un dégât d'arcane. Vous pouvez en instant, du coup, activer Ziggy si vous avez un holo compteur, si vous avez un lightning flow, un lightning flow sur le board. Jouer Auric Shards. Auric Shards va arriver sur le board et donner plus 1 à votre pépère. Vous allez bannir Auric Shards avec la capacité de Ziggy, la faire revenir avec un holo compteur, et du coup, cette fois-ci, elle va en plus donner plus 4. En fait, c'est un cumul d'attaques qui se passe lorsque vous vous bannissez Auric Shards avec la capacité de Ziggy. Du coup, en 4 cartes, vous pouvez faire 12. C'est les maths classiques de flèche, du 3 pour une carte. Sauf que c'est en réaction, donc ça permet de bluffer potentiellement votre adversaire et de passer des dégâts. Et en limité, l'objectif c'est d'essayer de passer un maximum de dégâts par rapport à ce que votre adversaire vous passe. Donc ça peut être un très très bon play de T0, ça peut être un très très bon play en général. J'ai vu qu'il y avait pas mal de joueurs qui respectaient énormément Auric Shards lorsque leurs adversaires leur jouaient des grosses attaques à 7, où ils bloquaient directement avec 2 cartes à 3, pour que ça fragmente 2 fois, que l'attaque en face passe à 3 d'attaque et que le plus 5 ne soit pas si pertinent que ça. Donc voilà, si vous n'avez pas tout compris, j'en suis désolé. Là, ça devient des. On a fait une vidéo hyper intéressante qui s'appelle La Voix des champions sur les différentes priorités dans Flesh and Blood, etc. Donc si vous avez un peu du mal avec ça, n'hésitez pas à aller la voir. Est-ce qu'on a d'autres cartes intéressantes? Ah oui, bah si, on va parler d'une autre aura qui est hyper intéressante. C'est le Fleeing Starbreeze, qui lorsqu'elle rentre dans l'arène, elle donne Go Again. Le Go Again suffit à lui-même, on l'a vu dans le set. Ça donne Go Again pas que aux attaques qui ont fragment, ça donne Go Again même aux attaques Lightning, tout court. Donc c'est assez fort, ça a Ward 1, si vous arrivez à donner Go Again, vous allez retrouver toute la value de la carte que vous vouliez. Donc non, très très forte, très très forte. Et on a, j'avais pas vu qu'on avait un équipement. On a un équipement illusionniste, Fingers of Fragmentation. Alors je le découvre en même temps que vous pour le coup. Donc en instant, vous allez pouvoir payer 2 et détruire les gants. Et l'attaque target qui a fragmenté. C'est pas qui a le mot-clé fragment, c'est dont le fragment a été trigger, a plus 2. Ok, et ça défend 0. Ok, c'est un peu niche. Honnêtement, je sais pas, je trouve la carte compliquée à jouer. Pas si facile que ça à jouer. Ça peut permettre de bluffer avec des bleus, avec machin, sur vos potentielles réactions, etc. Mais ouais, je trouve la carte pas si facile à jouer que ça. Mais bon. Et en illusionniste, ah ouais, si on a clair conscience en illusionniste qui est une super carte. En rouge comme en bleu d'ailleurs. La carte est super forte, elle demande à votre adversaire de forcément bloquer avec une ou deux cartes s'il ne veut pas perdre une carte de sa main. Ou sinon il va prendre 8 et perdre une carte de sa main. Ce qui est aussi très très cool. Les bras Illu et Runeblade ont l'air un peu nous dit Rubisco. Ouais, bah honnêtement j'ai pas vu J'ai pas vu les bras en question être joués. Je les découvre. Les Snap Fingers en instant. On est passé sur Runeblade, pardon. Transition du coup, vu que Rubisco parle des bras Runeblade aussi. En instant, vous allez payer 1 et les détruire. L'attaque action card Lightning que vous contrôlez sur le chaining actif fait 1 dégât d'arcane au héros défendant. En gros, 1 pour 1 dégât d'arcane, quoi. Ok.
Ouais, c'est un peu mou, mais si jamais il y a du pitch flottant... En fait, ce qui me gêne, c'est que ça défend 0. Mais bon, après, ce serait peut-être un peu trop fort, en limité. Mais ce qui me gêne, c'est plus le bloc 0, où du coup, ouais, tu proposes un dégât d'arcane de plus, quoi. On sait que dans le set, encore une fois, les dégâts d'arcane, c'est très fort, hein, mais... Je sais pas, j'avoue, je trouve pas ça si intéressant que ça. Surtout qu'après, on va en venir aux équipements génériques qui, eux, ont l'air, pour le coup, beaucoup plus intéressants. Pour Aurora. Alors, Aurora, il y a une carte, moi, que j'adore, que j'ai vue, qui est le Stinging Sprite, qui est une 3 pour 0, classique, qui défend 2. Mais par contre, quand elle attaque ou qu'elle défend, elle va faire un dégât d'arcane. Et en fait, je trouve ça cool le fait que cet effet soit valable également en défense. C'est une carte qui, certes, va défendre que 2, mais va vous permettre de également proposer des dégâts au tour adverse. C'est une carte que je trouve franchement intéressante. Je sais pas si elle est si pertinente que ça, mais personnellement, je pense que c'est une carte que je testerai dans les premiers limités que je ferai si j'ai un bon pool Aurora. Parce que je trouve vraiment la carte cool et c'est forcément une 0 pour 4 avec des dommages splittés, quoi. Donc c'est toujours très très fort, je trouve, en limité. Je reviens sur les bras. Pourquoi tu dis que c'est... Les bras Runeblade, c'est du on-damage, donc ça ne trigger pas les on-hit des cartes Runeblade communes. Ah oui, ok. Je vois ce que veut dire Rubisco. Effectivement, en fait, les bras donc, vont proposer un dégât d'arcane, mais il y a beaucoup de cartes qui ont des on-hit qui ont des on-hit, et du coup, pour rappel, pour les nouveaux joueurs, lorsqu'il y a When this hits, ça ne concerne pas les dégâts d'arcane. Le mot-clé hits ne concerne que les dégâts physiques. C'est si vous faites des dégâts physiques, alors ça fait quelque chose. Mais effectivement, du coup, les bras sont là juste pour pour du dégât pur en arcane, quoi. C'est pas pour autre chose, quoi. Autre carte donc sympa qu'on a vu, justement le destructif que je trouve assez fort puisque encore une fois le Lightning Flow est une ressource encore plus intéressante en limité puisqu'il a Spell Void 1. Donc du coup potentiellement détruire un Spell Void 1 de votre adversaire, c'est très cool, et en même temps détruire un potentiel Lightning Flow pour l'éviter de lui mettre en place son plan de jeu, ça peut être très très intéressant. Destructive Fleetfoot, si vous arrivez à lui donner Gogen, c'est vraiment une super bonne carte. Et ouais, en vrai, c'est juste un très très bon body. 0 pour 3 au pire, si ça touche ou détruise un truc, ça force votre adversaire à bloquer s'il a pas envie de le perdre. Donc non, carte très très cool. Et je pense sur une blade, on va finir avec le Path of Same Ends, que je trouve trop trop cool, qui existe en Extended Art, je crois, dans les Gem Packs. Lorsque la carte attaque un héros, donc vous proposez un dégât d'arcane au héros adverse. Donc c'est une 0 pour 3 qui propose un dégât d'arcane. C'est exactement comme le loup, je trouve ça trop trop cool. Sauf que c'est encore mieux que le loup, puisque si des dégâts sont faits de cette manière-là, donc avec les dégâts d'arcane, la carte a go again. Mais en plus, si jamais votre adversaire a prévenu le dégât d'arcane, et que du coup elle n'a pas go again avec sa première ligne de texte, vous pouvez payer 1 en instant et lui donner go again. Donc vraiment la carte est infâme. Elle fait, encore une fois, c'est des cartes qui font se poser des questions à votre adversaire sur comment je défends ça, comment je l'empêche d'avoir go again. Est-ce que il me bluffe? Est-ce qu'il a vraiment assez de pitch pour jouer son tour en craquant, en payant l'instant pour donner go again à cette carte? Ou est-ce qu'il me bluffe pas, et dans ce cas-là, ça se trouve, je vais défendre pour rien le dégât d'arcane proposé par la carte en elle-même. Et bonsoir Nakun. Et franchement, ouais, la carte, je la trouve vraiment très intéressante. Et encore une fois, les dégâts mixtes, le fait de se poser des questions, le fait que ce soit potentiellement un extender naturel, puisque vous pouvez lui donner Go Again juste en pitchant. La carte est vraiment hyper bien, hyper forte dans le limité, je pense.
Voilà. Ah oui, et alors, je monte cette carte, mais pas forcément pour son... Parce que c'est une bonne carte. Honnêtement, je la connais pas, donc je vais pas en parler pour ça. Mais c'était juste pour vous faire un comparatif avec le When This Hits. Là, on a bien The First Time This Deals Damage. Le fait de faire des dégâts, ça concerne les dégâts d'arcane et les dégâts physiques. Alors que le When This Hits, quand ça touche, ça concerne uniquement les dégâts physiques. C'était juste pour voilà, vous montrer qu'on a vraiment la séparation entre ces deux mots-clés, entre ces deux termes techniques des règles de Flesh and Blood. Voilà. Le chat, est-ce que vous avez d'autres cartes que vous pensez sont assez intéressantes pour une Blade? J'ai vu que Quick Succession était assez intéressant parce qu'en fait, elle permettait de donner Go Again à la prochaine attaque que vous allez jouer. Attack Action Card, pardon, ça concerne pas l'arme, c'est important ça aussi. Je pense encore une fois des cartes qui donnent Go Again, si vous faites un gros tour et que vous allez pouvoir donner +1 à vraiment toutes les cartes que vous allez avoir après, c'est une excellente carte. Faut voir comment votre deck est construit et si vous avez la possibilité de faire une chaîne de combat assez grande. Mais il vous faut en gros au moins 2 attaques qui ont enfin une attaque qui a Go Again dans votre tour. Parce que vous allez pouvoir faire Quick Succession. Donc votre prochaine attaque à Go Again, donc ça c'est bon. Attaque Action Card à Go Again, donc ça c'est bon. Jouer une première attaque Action Card qui aura Go Again du coup, et le premier +1. Jouer une deuxième attaque Action Card, où là il faut absolument trouver un autre moyen de lui donner Go Again. Et ensuite faire un coup d'épée, puisque le Your Next, parce qu'il y a clairement marqué Your Next 3 attacks et pas Attacks Action Card, donc le +1 fonctionne sur l'arme. Et donc pour le coup ça c'est hyper intéressant dans le format. Encore une fois, on va voir pourquoi, mais en gros, il y a des outils qui vont permettre de prévenir un dégât, mais pas... Et du coup, de prévenir facilement le petit dégât que fait le Scorpio, mais pas le 2. Nope. Ah non, Wild the Hive, Go Again. J'ai rien dit, on oublie. Merci Rubisco d'être là. Effectivement, ça marche que si vos attaques ont Go Again. Donc ça marche pas sur le Scorpio, à moins de trouver une manière de lui donner Go Again. My bad. J'ai pas lu jusqu'au bout. Un grand sage a dit, lire les cartes, explique les cartes. J'ai pas écouté jusqu'au bout. Oui, merci le chat de Cyril Avis. J'ai dit au début du stream, vous étiez pas là YouTube, mais je suis un peu fatigué, du coup je fais un peu des boulettes. J'essaye juste de vous donner toutes les clés comme je peux, mais on va s'en sortir, vous inquiétez pas. Après, dans les cartes uniquement Runeblade, ça c'est fort, c'est pour ça que c'est rare. C'est une 0 pour 4 qui bloque 3. Que demande le peuple. Et en plus, lorsqu'elle est attaquante, défendante ou sur la stack, donc sur la stack ça veut dire même quand elle est, vous la jouez et qu'elle n'est pas encore attaquante, qu'elle est vraiment sur la stack, juste avant d'être attaquante. Si vous deviez prendre un dégât d'arcane, vous en prévenez un. Donc c'est hyper fort. C'est hyper fort. Le body en lui-même est très très bon en limité. 0 pour 4 bloque 3. Surtout, encore une fois, dans ce limité-là où ça bloque pas très très bien. Et l'effet vraiment de prévenir un dégât d'arcane, bah, typiquement contre des héros comme Oscilio ou comme Ziggy et son arme Aphrodisias qui peuvent vous faire 2 dégâts d'arcane, c'est hyper fort. Donc très très bonne carte, très très bonne rare à rentrer au cas où dans votre deck pour faire des plays à une carte, c'est assez fort. Les cartes Wizard maintenant. Alors dans les cartes Wizard on a plein de bonnes cartes. Le héros a l'air très très fort en draft. Puisqu'il propose beaucoup de dégâts d'arcane et que vous allez en plus pouvoir voler des cartes, des très bonnes cartes Lightning à vos adversaires. Donc non, le héros a l'air très très fort en draft, mais en limité, bah, comme on l'a dit au tout début de la vidéo, il a ses avantages, il a ses inconvénients. Pensez-les si vous n'avez pas forcément les bonnes cartes ou si vos adversaires ont des contres aux dégâts d'arcane, ça équilibre, on va dire, les forces. En Runeblade, les buffs +3, j'ai oublié leur nom, mais ça a l'air de faire le taf en stream. Lich truc.
merci le chat Twitch, c'est impeccable. Vous me vendez du rêve. Lich truc. Lich Memory, c'était joué en... Enfin, les trois, en fait. Lich Memory, Lich Renown et Lich Vitality étaient joués. Mais en fait, les trois... Donc, les trois, elles coûtent 1, elles ont Go Again et elles bloquent 3. Et elles disent que la prochaine attaque action card que vous allez jouer a +3. Et chacune a donc un effet qui vient après. Donc, elle dit qu'à chaque fois que l'attaque action card va faire des dégâts, vous allez gagner un point de vie. Donc ça, c'est fort si vous la jouez juste avant une attaque qui propose et des dégâts d'arcane et des dégâts physiques. Et typiquement, c'est très fort avec les gants. C'est très fort avec les gants. Donc là, on peut trouver une utilité aux gants, une petite interaction qui est sympa en limité. Lich Renown va dire que à chaque fois que l'attaque fait des dégâts au héros adverse, vous détruisez une aura token qu'il contrôle. Donc ça permet d'être dans la Lightning Flow. C'est pas dégueu. Et le Lich Memory dit que à chaque fois que ça fait des dégâts à un héros, vous pouvez mettre une attaque action card de votre cimetière sous votre deck. C'est un anti-fatigue, c'est plutôt cool. Ça permet de mettre des très bonnes attaques action cards que vous avez déjà jouées et de les remettre dans votre deck. Donc effectivement, c'est des cartes qui ont l'air assez solides à rentrer dans vos decks. Après tout ça, ça reste des rares. Les 6 cartes Runeblade, là, enfin les 4 cartes Runeblade dont on a parlé, ça reste des rares. C'est des cartes que vous n'allez pas forcément trouver dans vos boosters de scellés. Mais effectivement, c'est des bonnes cartes. Honnêtement, si vous envisagez de jouer Aurora, il n'y a pas de raison de ne pas rentrer ces cartes-là, rien que par leur défense, leur puissance intrinsèque. Le petit Ossilio, je bois un coup et on y passe. Il fait chaud à Toulouse, et je crois que pas qu'à tout. Alors, Ossilio, honnêtement, ce qui va être très fort, c'est les cartes qui vont faire des dégâts, soit des gros dégâts d'arcane à votre tour, soit juste des dégâts d'arcane à n'importe quel tour. On a parlé de Flashball tout à l'heure. Elle coûte 2, donc en vrai, elle est assez chère, surtout pour uniquement 3 dégâts d'arcane, mais vous allez pouvoir les faire quand vous voulez. Et en plus, ça trigger la capacité d'Ossilio. Et en une bleue, vous allez pouvoir faire capacité d'Ossilio, Flashbolt. Tout en gardant un prendeur. Donc en vrai, la carte est très forte. Siam qui demande dans le chat, c'est combien de cartes en deck de scellé? C'est vrai que j'en ai pas parlé. En limité, les decks doivent faire 40 cartes. 30 cartes, pardon. 30 cartes, pas 40. Les decks doivent faire 30 cartes, donc les decks principaux. Vous avez vos équipements, vous draftez et vous ouvrez vos équipements, vous pouvez pas en jouer d'autres. Héros et armes sont fournis via les tokens et tout. Et vous avez le droit d'avoir un side. S'il y a des cartes que vous préférez dans certains match-up et d'autres dans d'autres, etc., vous avez le droit d'avoir un side. Honnêtement, si vous êtes, encore une fois, si c'est vos premières AP et que vous commencez, je vous conseille vraiment déjà d'avoir un deck fixe que vous apprenez, que vous jouez au fur et à mesure au fil des games sans rentrer d'autres cartes, etc. Et sans vous embêter à réfléchir déjà à ce que vous allez jouer contre tel ou tel héros. Déjà, essayez d'avoir 30 bonnes cartes ensemble qui synergisent un peu et qui font des trucs. Où vous avez les bons ratios de bleu, jaune, rouge, etc. Et après, si vous avez eu l'habitude de faire des scellés, etc., là, vous allez pouvoir commencer à vous poser des questions sur quelle carte jouer contre quel héros. Donc Flashbolt, ouais, très cool. Core Reaction également, très cool. Fait 4 dégâts d'arcane en rouge au tour adverse. C'est une aura. Donc ça veut dire que ça se déclenche que au début de votre action phase. Ça peut se faire détruire. Voilà. Souvent vous allez vouloir la jouer à la fin du tour adverse, mais ça peut se faire détruire si jamais. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte incroyable? Lightning Overload, j'en parle juste parce que Orson Captain ça fait l'art. Pour rappel, il y a une super bonne interview de Orson sur la chaîne également. Vraiment, l'interview est vraiment trop bien, je vous la conseille vivement. Je commence à perdre ma voix, pardon. J'étais en bénévole à un événement, j'ai un peu crié. Quelles sont les autres cartes qui sont excellentes dans Ossilio?
crois que c'est surtout après au niveau des cartes Wizard où il y a des dingueries. Notamment... Il n'y avait pas des cartes qui infligeaient 6 dégâts d'arcane? Il me semblait. Ah bah si, c'est celle-là. Météorique Impact. Météorique Impact, si jamais vous faites un amp avec votre bâton, elle peut faire 6 dégâts d'arcane. Donc elle coûte 1 et bloque 3, c'est une action, c'est pas un instant, donc vous n'allez pas pouvoir le jouer si vous effectuez la capacité d'Ossilio avec cette carte. De base, elle fait 3 dégâts d'arcane à n'importe quel target. Alors n'importe quel target, dans le limité, ça va servir à rien, mais sachez que any target, c'est-à-dire que vous pouvez target des alliés en Classic Construction, donc notamment les squelettes de Gravy Bones, les anges de Prisme, etc., etc. Elle a le mot-clé Starfall, qui est un mot-clé qu'on va retrouver sur plusieurs cartes d'Ossilio, dont j'ai oublié de parler, mais je suis sûr que vous m'excuserez de ça, qui dit que si un instant a été mis dans votre cimetière ce tour-ci, à la place de faire 3 dégâts d'arcane, elle va en faire 5. Un quart de la vie adverse en dégâts d'arcane. Pas en dégâts physiques, hein, en dégâts d'arcane. La carte est broken. Je n'ai pas peur des mots. La carte est broken en limité. C'est trop fort. C'est trop fort. Vous pouvez proposer 5 dégâts d'arcane à l'adversaire. Encore une fois, on répète, hein, les seuls moyens de prévention dans le set, c'est les équipements. Enfin, il n'y a pas d'AB dans le set, il n'y a pas d'arcane barrière dans le set. Une fois que les équipements auront fait leur taf de prévention, ils sont pétés et après, c'est juste du dégât pur, du dégât quasiment full face, quoi. Voilà pour les cartes d'Ossilio. L'objectif après ça va être de trouver le juste milieu entre l'instant que vous allez vouloir, enfin le nombre d'instants que vous allez vouloir discard avec la capacité d'Ossilio et des actions qui vont être très fortes dans Ossilio et également les attaques lightning que vous allez potentiellement vouloir jouer derrière. En parlant des attaques lightning, alors les attaques lightning, on a parlé des 3 là qui sont très très fortes, surtout ces deux-là qui Meteoric Rise et Voltic Impact qui peuvent être des sets en 2 cartes, avec un Onit qui vous crée un Lightning Flow Token, donc un Spell Void, donc potentiellement un 2 cartes 8. Honnêtement non, les 2 cartes sont vraiment hyper fortes. Et je pense que c'est des cartes qu'il faut rentrer dans votre deck si vous les ouvrez. Il n'y a pas de raison, vous pouvez essayer de comparer avec d'autres attaques rouges que vous avez, hein. Mais je pense que ça stabilise énormément un deck, ça permet de faire des plays à 2 mains qui sont vraiment efficaces, quoi. On a également donc les électrolyses rouges, on en a parlé, mais carte de fou. Even's Claw, on en a parlé, le bloc 3 il est hyper pertinent. Il y a une aura effectivement dont parle le chat qui permet d'Arcane Barrier. C'est le Spellbane Sigil. Arcane Barrier X. Donc vous pouvez choisir autant de pitch que vous voulez mettre en Arcane Barrier et prévenir les dégâts adverses. Donc typiquement on parlait de side, etc. Le Spellbane Sigil pourrait être, enfin en vrai est un potentiel bon side à rentrer contre Ossilio. Vous le mettez en arsenal, il vous propose 5 ou 6 dégâts d'arcane en se disant qu'il va vous tuer, et vous sortez le Spellbane de l'arsenal, vous pitchez vos 2 bleus, tout est prévenu, on passe à autre chose. Il a gâché un gros sort pour rien. Voilà. C'est trop bien. Mais ouais, en vrai les cartes Lightning on en a parlé, donc je vais pas trop revenir dessus. Mais il y a des bonnes cartes Lightning, il y a aussi ces cartes là qui permettent d'Arcane Barrière, qui sont des auras. Faut faire attention. Il y a souvent un truc dont en vrai il y a beaucoup de gros joueurs qui parlent. C'est est-ce que tu joues pour gagner ou est-ce que tu joues pour ne pas perdre?
C'est quelque chose qui revient souvent sur la table, sur des choix qui sont faits par des joueurs en stream, etc. Où les gens disent ah bah là il a plutôt joué pour gagner, là il a plutôt joué pour ne pas perdre. L'arcane barrière c'est très cool. Ça va vous permettre de tanker des dégâts et de pas mourir. Mais du coup ça vous fait mettre des instants dans le deck qui vont pas faire grand chose. Avec les instants vous allez pas faire grand chose. Il y a quelques cartes qui synergisent si vous avez joué des instants pendant leur chain link. Mais globalement les cartes font pas grand chose à part défendre. Celle-là, elle dit que votre prochaine attaque aura Go Again. En vrai, c'est assez pertinent, mais potentiellement, vous avez envie de rentrer autre chose qui va faire mieux. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire là-dessus. C'est faut faire attention parfois à pas non plus essayer de juste construire un deck qui va tanker parce que vous allez potentiellement vous fatiguer. Il y a un gros truc de fatigue dans le set. Maintenant qu'on a fait un peu le tour des cartes, etc. Il y a un gros truc de fatigue dans le set auquel il faut faire attention parce qu'en fait, les 3 héros ont une arme qu'ils peuvent pas utiliser infiniment. Le bâton d'Ocilio, il permet de amp, mais si vous avez plus de dégâts d'arcane dans votre deck, bah, il va servir à rien. Le bâton d'Aurora, il faut qu'il y ait eu une attaque lightning sur la chain link. Sur la chaîne de combat, pardon. Donc si vous avez plus d'attaque lightning, vous pourrez plus jamais activer votre Scorpio. Ou si vous avez plus d'attaque lightning qui ont des go again, vous pourrez plus activer votre Scorpio. Et le Aphrodisiaque de Ziggy, on en a parlé. Il faut avoir ramené une aura avec un holo compteur sur le board pour pouvoir l'activer. Donc pareil, si vous avez plus de holo compteur, ou si vous avez plus de, si vous avez plus d'aura, ou si vous avez plus de lightning flow pour activer Ziggy pour bump vos auras, vous pourrez plus faire de dégâts d'arcane. Donc il y a vraiment un truc de fatigue, il faut faire attention à la fatigue dans le deck. Voilà. Il y a certains de vos adversaires qui vont potentiellement vouloir vous fatiguer. J'en fais peut-être partie, les Toulousains, on va pas se mentir. Faut faire attention à eux. C'est pas des belles personnes. Et bonsoir Guilou, ça va. Ah, les génériques. Les génériques, je crois qu'il n'y en a pas à parler M. Ah si, il y a des génériques. Je crois pas que les génériques soient je crois pas que les génériques soient très pertinentes, à part le brush-off qui est une prévention de 3 dégâts d'arcane d'un coup, qui peut servir encore une fois en side contre Ocilio. Et le Conflicting Thoughts en rouge qui peut être intéressant si vous jouez Ocilio ou si vous jouez des cartes qui créent des ponders pour savoir ce que vous allez piocher. Et ça reste un body, ça reste un 0 pour 4 bloc 3 qui est potentiellement intéressant. Mais sinon, honnêtement, les génériques un peu OSEF pour le coup sur ce set. Voilà. Pour conclure sur les cartes, on va parler du coup des équipements. Alors les équipements, on a 2 sets d'équipements génériques. Enfin, on a déjà parlé des équipements... Ah non, on n'a pas parlé des bras Wizard avec tout ça. Ah mais il y a aussi des équipements Lightning. Alors attendez. Du coup, on va parler des équipements. Donc on a déjà vu les équipements Runeblade et Illusionniste. On a également du coup des bras Wizard, donc les Constella Waves. En instant, vous allez taper votre héros, le détruire et amp 1. C'est très cool si vous voulez passer encore plus de dégâts et que vous n'avez pas prévu d'activer Ocilio si vous n'avez pas activé Ocilio au tour adverse précédent et que vous ne comptez pas l'activer à votre tour. Ça permet d'en peindre gratuitement et de passer un dégât d'arcane de plus potentiellement, c'est assez cool. Donc en vrai, ouais, les gants pour le coup sont assez bons et rentrent dans le plan de jeu du héros. Je pense que ces gants-là sont forcément dans le deck si vous jouez Ocilio et pour faire encore plus passer de gros dégâts. Brush-off bleu, ça fait AB1. Bah, ça fait AB1, ça prévient un dégât d'arcane, mais ça fait pas vraiment AB1. Malheureusement, sinon ce serait bien. Les équipements Lightning, donc du coup on a une tête, un torse et des jambes. C'est marrant puisqu'on a un bras pour chaque classe et Lightning en général on a le reste des équipements.
Donc les 3 vont faire la même chose. C'est-à-dire qu'en instant, vous allez pouvoir payer 2 et les détruire et prévenir le prochain dégât que vous devriez prendre. Le prochain dégât, ça veut dire le prochain dégât physique ou le prochain dégât arcanique. Si vous prévenez des dégâts de cette manière, le Constellatiara va vous créer un Ponder Token, le Starflow Robes va vous créer un Lightning Flow Token, et le Laced Lightning va vous créer un Embodiment of Lightning Token. Honnêtement, les bots ont l'air fortes parce que Go Again c'est fort. Go Again dans le jeu, c'est fort. Peu importe, même encore plus en limité, pouvoir proposer plusieurs attaques à votre adversaire en un tour, c'est très très fort. Le Lightning Flow, je sais pas trop quoi en penser. C'est cool, hein, c'est Spell Void 1, ça permet d'activer votre héros, mais en fonction de comment est construit votre deck, et ça on en reparlera juste après, il n'y a pas forcément de besoin d'avoir des Lightning Flow tokens en plus. À voir. Et le pondeur ça peut être cool en vrai, mais en fonction du héros que vous jouez, je pense que c'est pas forcément pertinent. Honnêtement, les équipements sont cool et en fonction du deck que vous avez, ils peuvent totalement très bien rentrer. Et du coup, les équipements génériques, donc on a 4 équipements qui vont faire la même chose sur les 4 emplacements. Enfin, 2 sets de 4 équipements qui vont faire la même chose sur les 4 emplacements. Donc les Seekers, donc Hood, Gillette, Mitts et Leggings. En instant, vous allez pouvoir payer 1 et les détruire et prévenir le prochain dégât qui vous sera fait. Donc encore une fois, le prochain dégât, ça veut dire le prochain dégât physique ou arcanique. Et vous allez pouvoir opt, donc c'est-à-dire regarder le sommet de vos decks et décider de le laisser au-dessus ou de le foutre en dessous. C'est cool si vous allez piocher au prochain tour, si il y a une... Enfin, c'est cool pour prévenir des dégâts d'arcane aussi, si vous avez des mains avec beaucoup de pitch et que vous allez jouer au tour adverse. Mais typiquement, je pense que les Seekers dans Aurora, c'est horrible parce que vous voulez pas payer à votre tour. Il n'y a aucune carte, je crois, dans Aurora qui est pertinente à jouer au tour adverse. Du coup, ces équipements-là pour Aurora vont pas être très pertinents. Par contre, dans Ziggy, qui va potentiellement vouloir bump des auras et envoyer des dégâts d'arcane avec son arme, il va peut-être lui rester du pitch et du coup s'en servir pour les Seekers. Et on a les Helm, Robe, Gloves et Boots of Astral Sanctuary qui en instant vous demandent de taper votre héros et de les détruire, et vous allez prévenir encore une fois le prochain dégât qui vous sera fait, que ce soit physique ou... Je vais y arriver, hein. Que ce soit physique ou arcanique. Ils sont très cool. Encore une fois, en fonction de votre deck. Si votre deck est très gourmand en capacité de votre héros, si tout votre deck tourne autour de votre héros et du fait d'activer sa capacité quasiment tous les tours, ils sont pas pertinents. Ça va pas, vous allez pas vouloir à chaque fois voir votre héros tape alors que vous allez vouloir faire des trucs avec. Du coup, ils sont vraiment pas pertinents, même s'ils sont entre guillemets gratuits. Du coup, typiquement, si vous jouez au Cilio et que vous allez beaucoup vouloir jouer au tour adverse, etc., il faut peut-être plutôt privilégier les Seekers Hood au cas où il vous reste du pitch, mais au moins ne pas taper votre héros que de jouer les équipements en Ancestral Sanctuary. Voilà un peu comment réfléchir autour de ces équipements. Écoutez le chat si vous avez des questions avant qu'on fasse un petit bilan global du set, sur les cartes en tout cas. Si vous voulez qu'on revienne sur certaines cartes ou des mécaniques que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas. Je le répète, hein, YouTube, mais si vous avez des questions sur la vidéo, sur toutes les explications, n'hésitez pas. Là, je dis tout ce à quoi je pense, mais je peux avoir oublié des précisions à vous faire, etc. Donc, il n'y a pas de questions bêtes. On est là pour répondre aux questions de la façon la plus pertinente possible. On est bon le chat sur Twitch? Écoutez, si j'ai pas d'autres questions... Ok. Si Cassette Syndrome qui pose la question qui fâche. Non, elle fâche pas, mais honnêtement, j'ai pas forcément la réponse. Ce serait quoi un bon ratio de bleu ressources dans le deck? Pour Aurora, vous allez jouer un deck qui est axé
agressif, mais qui va jouer des cartes qui vont coûter quand même. Honnêtement, je pense que dans Aurora, un deck qui fait un tiers, deux tiers, un tiers bleu, deux tiers rouge, je pense pas que ce soit déconnant. Je pense vraiment pas que ce soit déconnant. En gros, faut vraiment que vous partiez du principe de quand vous piochez votre main, qu'est-ce que vous voulez voir dedans. Aurora, vous allez vouloir voir une bleue. Attendez, je remonte un peu. Vous allez vouloir voir une bleue qui va vous permettre d'activer votre capacité de héros, qui va vous permettre de potentiellement pitcher pour une attaque qui coûte 1, et ensuite vous allez vouloir voir que des rouges. Vous allez vouloir voir que des rouges parce que c'est les rouges qui maximisent la puissance d'attaque d'un deck aggro. Et pareil, il va falloir faire attention à pas rentrer. Si vous faites un tiers, deux tiers, bleu et rouge, il faudra faire attention à pas rentrer trop de cartes qui coûtent 1. Honnêtement, je pense que 10 bleus pour 20 rouges, c'est vraiment pas déconnant dans Aurora. Et lorsque vous choisissez vos bleus, choisissez pas forcément non plus des bleus, juste des bleus de base. Essayez de prendre des bleus qui, si vous devez, si pendant votre tour ou à la fin même de la game, vous allez devoir les jouer, des bleus qui vont être pertinentes, qui vont vraiment faire des trucs et qui vont, par exemple, split des dégâts ou faire des choses comme ça. Les bleus, faut aussi qu'elles soient intéressantes. Les bleus, elles sont pas là juste pour pitcher, elles sont pensées au late game et essayez de vous dire, la partie, si j'arrive pas à passer tous mes dégâts rouges, bah faut quand même que j'essaye de passer les petits derniers dégâts qui permettent de tuer l'adversaire avec mes bleus. Donc ça c'est pour Aurora. Pour Auxilio. Pour Auxilio, en fait, le problème, c'est qu'il a quand même beaucoup de cartes qui coûtent 2 ou 1. Mais sa capacité de héros coûte que 1. Enfin, honnêtement, pour Auxilio, je vais pas vous mentir, je pense que j'en ai aucune idée. Je pense vraiment que j'en ai aucune idée. Je vous dirais de mettre potentiellement un peu plus de bleu, mais franchement pas beaucoup. J'imaginerais bien un ratio à 12-18. 12 bleus, 18 rouges. Et essayer de maximiser comme ça en fonction... Encore une fois, ça va dépendre de comment vous construisez votre deck. Enfin, typiquement, si vous le construisez qu'avec des Nebula Duality, elles coûtent toutes 0, vous n'avez pas besoin de beaucoup de pitch. Je vous dis des nombres comme ça, je vous donne des indications, mais c'est pas forcément des ratios à respecter à la lettre en fonction de ce que vous ouvrez, etc. Essayez quand même de vous adapter à tout ce que vous allez ouvrir. Mais le deck a l'air pas forcément très demandeur en pitch, honnêtement. Enfin, il y a quand même beaucoup de cartes rouges, beaucoup de cartes... beaucoup de cartes qui coûtent 0, beaucoup de cartes qui coûtent 1. Et sa capacité de héros coûte seulement 1. Son arme coûte 0. Donc, il y a peut-être un moyen de pas forcément payer beaucoup pour activer Auxilio, quoi. Enfin, pour jouer Auxilio. Pour World Premiere, il parlait de 8-10 bleus pour avoir une en main statistiquement. Tu parles pour Aurora, Vive les Vaches, ou pour Auxilio? C'était des bleus qui donnent Go Again, c'est une bleue bonus pour moi. Je pars sur cette bleue. Oui, voilà. Mais comme dit Santa Cruz, effectivement, il y a des bleus, c'est des bleus que vous allez vouloir rentrer pour être joués. Donc, c'est entre guillemets comme si c'était des rouges à un moment donné. Après, cette bleue, ça fait short. Hein. Cette bleue, ça fait short, surtout si tu veux les jouer. Ah oui, non, mais tu veux dire des bleus qui vont être joués et... Cette bleue, ça me paraît short quand même, ça fait un quart. Ouais, je sais pas. Honnêtement, Santa Cruz, cette bleue, ça me paraît short. En gros, ma réflexion là, pour les ratios, c'est... Ouais, ce que je regarde, c'est vraiment ce que veut faire le héros. Donc là, le héros, globalement, Auxilio, il va vouloir bannir une carte à chaque tour. Donc il y a au moins une carte qui va vouloir pitcher dans sa main. Et ensuite, il va vouloir soit envoyer un spell, donc une action qui a Go Again ou juste une action qui fait des dégâts d'arcane, soit envoyer son instant et un spell. Et du coup, il faut voir combien coûtent globalement les instants qu'il va jouer et combien coûte l'action qu'il va réaliser.
Il faut pas oublier en vrai que dans les cartes Lightning, parce que là on regarde que les cartes Wizard, mais il y a aussi les cartes Lightning elles coûtent relativement cher. Hein. Il y a beaucoup de 1 ou 2 cost. Là on a du 1, du 2, du 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2. On a le Volatile Fluxor qui est à 0. Mais en fait, dès que vous allez vouloir attaquer, vous allez devoir payer. Donc je pense que pour Oscillio, en tout cas, en fait, à 7 bleus, je pense qu'il y a des mains où vous allez avoir full rouge. Alors, on revient sur Aurora. Si dans Aurora, vous mettez que 7 bleus, il y a des mains où vous allez avoir full rouge et vous pourrez rien faire puisque vous aurez pas de go again. Dans Oscillio, je pense que pareil, le 10 bleu 20 rouge, il est le 10 bleu 20 rouge, il est pas déconnant. À voir si vous avez beaucoup d'attaques à 1 qui ont des go again ou des instants qui coûtent 1 et beaucoup de cartes qui coûtent 0 derrière. À voir si vous rentrez pas des jaunes. Parce que les jaunes ont... Je vais faire un vieux jeu de mots, mais les jaunes ont leur pisse souvent dessus dans Flesh and Blood. Mais je trouve que parfois, rentrer des jaunes, c'est pas déconnant pour un peu lisser votre courbe de pitch. Et si Oscillio ne coûte que 1 et que la plupart de vos autres cartes vont coûter 1, bah les jaunes sont pertinentes en fait. Elles sont plus pertinentes que les bleus du coup. Vous n'avez pas besoin d'un pitch en trop pour faire des trucs qui va juste rester là à la fin de votre tour. En gros, ouais, c'est ça, faut réfléchir. Vous pouvez prendre des calculateurs, je peux vous montrer, mais dans Fabrari, pardon. Si vous allez dans vos decks... Ah oui, ça c'est le deck de Mika. Dans les stats, vous avez un calculateur hypergéométrique, une calculatrice hypergéométrique, qui va vous permettre de connaître les statistiques, la proba d'avoir une carte dans votre main en fonction de la taille du deck, du copy de la carte dans le deck, de la taille de la main et des quantités désirées. Donc imaginons pour Aurora, on revient sur Aurora, je suis désolé, hein, mais on revient sur Aurora en limité. On aura un deck de 30 cartes, on met 7 bleus, et on en veut une par main. La proba d'en avoir une par main, c'est 45%. En gros, la proba d'en avoir au moins une dans la main, c'est 68%. C'est-à-dire que 2 mains sur 3, vous allez avoir une bleue. Mais ça veut aussi dire que une main sur 3, vous allez avoir que des rouges. Et potentiellement avoir que des rouges, ça va être catastrophique. Hein. Et ça s'adapte au fur et à mesure, donc vous pouvez voir, hein, ça se trouve, vous préférez une main sur 4, quasiment une main sur 5. Là, on est à un peu moins d'une main sur 5, où vous allez avoir une main full rouge. En fait, sur tout un tournoi, sur 4 rondes, etc. Après, vous jouez un deck aggro, hein, l'objectif c'est de tuer en 5 tours. Donc, ça se trouve, ça arrivera pas tant que ça. Mais pour d'autres decks, faut vraiment se dire combien de tours ça va durer. Est-ce que je me permets de rentrer plus ou moins de bleu du coup dans mon deck. Quoi. Donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer si vous voulez un peu vous amuser avec la calculatrice hyper géométrique de Fabrari. Il y a plein d'outils de stats que vous pouvez retrouver dans la partie deck. Mais du coup, ouais, pour Oscillio, honnêtement, je dirais un peu comme Aurora. Hésitez pas aussi. Moi, il y a un truc que je fais quand je sais pas trop les ratios. C'est que si je pense avoir fini mon deck, bah déjà, rappelez-vous, vous pouvez ajuster vos decks entre les rondes. C'est pas grave si vous êtes trompé la première ronde. Le but, c'est aussi de s'amuser. Hein. Mais c'est pas grave si vous êtes trompé la première ronde, vous pourrez adapter votre deck la ronde d'après. Mais ce que j'aime faire, c'est si j'ai un peu de temps après la construction du deck, c'est de mélanger mon deck, le sliver, de le mélanger, et de piocher 4 cartes. Et de repiocher 4 cartes, et ainsi de suite. Et voir à peu près si j'ai bien le bon ratio de pitch que je voulais dans mon deck à la base, quoi. Et si j'arrive à jouer les mains que je pioche comme de manière optimale, quoi. Voilà.
Et pour Ziggy, je suis en train de vraiment perdre totalement ma voix. Pour Ziggy, je pense qu'il faudra encore un peu plus de bleu, notamment parce que les auras bleues, vous allez également vouloir les jouer. Alors non, pas Auric Chardon bleu, elle est dégueulasse. Mais bah typiquement les Fling Starbreeze qui vont donner Go Again, vous allez vouloir les jouer. Le Flicker, ouais bon le Flicker Reality c'est une M. Mais il y a des auras bleues que vous allez vouloir jouer. Et les bleus qui ont fragment sont overstat. Donc c'est-à-dire que même au second cycle, vous serez content de lâcher une 2 pour 5 en bleu. C'est de très très bonnes stats pour Ziggy. Du coup, je pense que vous pouvez augmenter légèrement le ratio de bleu dans vos decks pour jouer Ziggy. Et les cartes aussi coûtent plus cher. Si vous voulez faire des tours à 2 cartes, il faut avoir 2 bleus en main. Enfin, des tours à 2 attaques, pardon, il faut avoir 2 bleus en main. Donc voilà. Pour conclure, le chat, si vous avez des questions en attendant que je fasse ma conclusion, n'hésitez pas. Mais pour conclure, je rajouterai encore à la complexité de construction des decks le fait que vous allez avoir du coup une ressource à gérer qui sont les Lightning Flow Counter, qui est une ressource à ne pas négliger. On rappelle, Lightning Flow Counter, avec les règles en limité, en plus d'être utilisés pour la capacité de vos héros, sont des Spell Void 1, donc permettent de prévenir un dégât d'arcane. Donc en vrai, faire beaucoup de Lightning Flow dans certains match-ups, ça peut être cool, notamment contre Ziggy ou contre Oscillio. Donc il faut penser aussi à la création de ces Lightning Flow, il faut que vous en mettiez dans vos decks. Je dirais pas un maximum parce qu'il faut aussi faut pas baisser la puissance du deck uniquement pour les Lightning Flow, mais si vous hésitez entre plusieurs cartes et qu'il y en a une qui fait un petit truc un peu moins bien que l'autre mais qui par contre crée un Lightning Flow token, ça peut être intéressant de se dire bon bah vas-y, celle-là en vrai je la rentre parce qu'elle est vraiment bien. Donc voilà, je pense que c'est important de se rappeler qu'il y a cette petite ressource à gérer qui peut vraiment être game breaker dans certains matchs. Voilà. Ça fait 1h20. Eh ben, je pensais pas durer aussi longtemps sur cette présentation, mais le chat, YouTube, j'espère que vous avez apprécié la présentation. Pour le coup, j'essaie de donner toutes les infos que moi j'ai. Je sais que les autres gars de la chaîne n'ont pas forcément non plus regardé beaucoup le calling parce que en vrai c'était les week-ends de Pentecôte et on n'était pas tous dispo. Mais avec les infos et les connaissances qu'on a sur le jeu, j'ai essayé de vous donner un maximum de clés pour réussir à build et au moins à comprendre comment votre deck va fonctionner. Et puis voilà. J'espère que vous avez kiffé le live et que vous avez kiffé la vidéo. Je sais pas quand est-ce qu'on va se revoir. Je sais que Ziggy me plaît toujours autant, hein, j'en ai parlé énormément, mais Ziggy me plaît, donc j'essaierai de faire du gameplay Ziggy et de le build, même si j'ai regardé un peu les builds actuellement qu'il y a. C'est pas ce à quoi je m'attendais, mais let's go, ça peut être marrant. Et sinon, je crois qu'il y aura un petit Fam News la semaine prochaine. Voilà. Donc ça, c'est cool. Petit Fam News du lundi qui va arriver. Et on fera le tour de toutes les nouveautés. Notamment, on pourra discuter des bans qu'il y a eu. Puisque normalement, on aura l'info sur les bans en Sage et dans les autres formats. N'oubliez pas de voter si vous avez joué. Et arrêtez de voter pour Eldim, s'il vous plaît. Tout le monde vote pour Eldim. Bon, allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Et passez une bonne semaine. Et je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde.